Alors, justement, si on veut parler de climat, on parle d'un système, le système climatique qui contient l'atmosphère, les océans, la biodiversité, et tout ce qui est aussi géophysique souterraine. Donc, c'est un système complexe, et donc ce système complexe, c'est un système qui est les contraintes des sous-systèmes, si vous voulez, sont extrêmement importantes. Alors, si on veut parler de l'océan, on ne peut pas parler d'abord des vents. Les vents mettent en route l'océan. C'est assez simple à comprendre. Si on regarde la transition qui se fait entre la partie océanique et la partie atmosphérique, c'est une transition qui permet de transférer de la quantité de mouvement depuis l'océan depuis l'atmosphère vers l'océan. Et cette quantité de mouvement, bien, c'est quelque chose qui est qui est distribué de manière très différente. Hein. Dans l'atmosphère, on a un fluide qui va très vite, mais qui contient pas grand-chose, qui peut pas stocker beaucoup de matière, et puis dans l'océan, c'est juste le contraire. Ce qui veut dire que l'atmosphère, c'est le fluide qui décide des régions, qui décide de la géographie. L'océan, c'est plutôt un fluide qui est un fluide qui va servir de capacité qui stocke un petit peu tout. D'ailleurs, l'océan a été pendant longtemps la poubelle universelle. Tout ce qu'on avait comme déchets radioactifs, tout ça, ça allait dans l'océan. Et l'océan, donc, est un lieu de mémoire, en fait, par rapport à l'atmosphère. C'est quelque chose qui est plus lent, et qui est mis en route par l'atmosphère. Alors, si on veut essayer de voir comment l'océan fonctionne, la première question qui se pose ici, vous avez ce qu'on appelle la tension de vent sur la planisphère, et cette tension de vent met en route les courants océaniques. Et la question, c'est de savoir si cette mise en route est une mise en route simple ou compliquée. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense généralement. Et j'avais mis ces petits dessins dans un autre cadre, mais l'idée, c'est de montrer un petit peu ce que sont les courants océaniques. Et j'ai montré la tension de vent. Qu'est-ce qui fait que les courants océaniques se mettent en place? C'est essentiellement des mouvements, donc je l'ai dit de l'un à l'autre, qui sont plutôt qui ont un mode assez différent les uns des autres. Alors, la vision qu'on a de l'océan, c'est une vision qui est ancienne. Vous avez ici une petite carte qui est la carte des dérives de courant. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais c'est la vision qu'on avait les marins. C'est un système qui se déplace, et puis on regarde comment se fait le déplacement sur l'eau. On est capable d'avoir une idée des mouvements propres à l'océan. Alors, cette vision-là, elle a été bousculée il y a très longtemps déjà par une idée qui est venue de spécialistes, d'océanographes qui étaient scandinaves. Il y a un d'entre eux qui s'appelle Nansen, Fridtjof Nansen, qui est devenu célèbre pour avoir fait la traversée de l'Arctique en bateau, sur un bateau qui était pris dans les glaces, Fram, qu'on peut toujours visiter dans son pays. Ce qu'il avait trouvé, c'est qu'effectivement, quand il regardait la dérive de son bateau et puis les vents, ils n'étaient pas en phase. Enfin, il y avait un écart entre les deux, un angle entre les deux. Effectivement, on peut montrer qu'à cause de la rotation de la Terre, de manière générale, les courants océaniques sont alors en moyenne, sur une couche épaisse, à angle droit des vents atmosphériques. Et donc le système qui lie l'un à l'autre est un système qui est plus compliqué qu'on ne pense généralement. Alors il y a quelques exemples qu'on peut donner pour cela. Vous avez ici une carte. Alors cette carte, elle vous montre le phytoplancton. Donc la partie biologique est très importante dans l'océan.
Et le phytoplancton, ici, c'est mesuré par satellite, vous voyez, c'est des traces qu'on voit à l'équateur de manière extrêmement précise. Qu'est-ce qui se passe à l'équateur? Ben, on va avoir des courants qui sont des courants qui sont entraînés par les vents. Les vents vont d'est en ouest à l'équateur et d'ouest en est à haute latitude. Donc on a des vents qui vont d'est en ouest. Et ça c'est les courants, les vents. Les courants, eux, sont à angle droit souvent quand on regarde sur une épaisseur d'océan plus importante. Et ce que vous voyez, c'est que bon, ben, si on a ici un courant qui s'en va ici angle droit. Bon, c'est angle droit, c'est angle droit vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. Donc en fait, les courants vont se séparer dans ce domaine-là. Ce qu'on voit ici, c'est une conséquence assez directe de cette séparation. Les courants se séparant, il faut que de l'eau remonte. Cette eau, elle est riche en nutriments et c'est pour ça qu'on a cet équateur qui est tracé de manière exacte par la zone du phytoplancton et qui est lié à cette différence qu'on a entre le système atmosphérique et le système océanique. Alors, aux plus hautes latitudes, on a d'autres formes de mélange qui font aussi qu'on a un lien entre l'atmosphère et l'océan qui est fort. Mais c'est une des premières choses qu'on peut voir qui montre le fait que ce sont deux milieux qui sont proches, ce sont deux milieux qui sont aussi solidaires, mais c'est deux milieux qui sont différents dans leur fonctionnement. On pourrait multiplier des exemples, je ne vais pas prendre ce temps-là. L'océan est un fluide qui est connu surtout pour ce qu'on appelle la grande courroie de transmission de l'océan, c'est-à-dire vous avez ici le Gulf Stream. Le Gulf Stream, alors le Gulf Stream, j'ai une autre carte qui est moins jolie, mais qui est plus réaliste. Je vais vous montrer juste après. Mais vous avez ici en rouge les courants de surface. Alors on peut les faire commencer ici, ils sont chauds, et puis ils remontent, et puis ici l'eau a tendance à devenir très salée, à rester, à se refroidir, et on a une formation d'eau profonde, et puis un courant de retour. Alors, on pense souvent, quand on pense au Gulf Stream, qui est souvent la chose à laquelle on fait référence presque immédiatement quand on parle d'océan, au moins à latitude, on est en fait face à quelque chose qui est là aussi un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut penser. Donc on a pourquoi ce courant là alors il faut voir le courant tel qu'il est vraiment dans les études un peu plus précises, même si elles sont en noir et blanc et plus anciennes. Vous voyez, le courant du Gulf Stream se colle le long des côtes ici. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez un courant de retour ici qui est très fort. Donc ce courant de retour, c'est en fait le vrai courant, celui que c'est le courant qui est mis en route par la circulation atmosphérique. Et puis la circulation atmosphérique, elle se heurte à un problème, c'est que bien sûr, si on amène de l'eau ici, il faut qu'elle remonte, et elle remonte le long des côtes ici, de manière très bien déterminée. Alors, on a un courant inverse aux plus hautes latitudes. Le fait de savoir pourquoi on a quelque chose qui se dirige vers le sud, ça dépend de ce qu'on appelle la vorticité, d'un certain nombre de paramètres physiques qui sont un petit peu plus compliqués à comprendre. Mais on est face à un milieu donc qui a une spécificité un petit peu plus grande que ce que l'on pense. Alors, pour prendre un exemple de conséquence, on parle souvent de la dérive d'un arrêt du Gulf Stream. En fait, il y a deux modes qui font fonctionner le Gulf Stream. Il y a effectivement ce que je viens de dire, avec ce courant de retour, mais qui est orienté par les vents. Et puis plus au nord, en fait, il y a quelque chose qui est un courant de dérive de manière inverse, où on a quelque chose qui est plutôt dicté par la formation d'eau profonde, donc par des mécanismes complètement différents. Donc il y a un lien très fort entre l'atmosphère et l'océan, mais il n'y a pas une obéissance à l'atmosphère de l'océan qui soit complète. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que cela. Alors, ce qui est aussi important quand on regarde les océans, c'est de voir que on a un système qui est un système
qui doit transporter de l'énergie. Quand on fait le bilan énergétique de la planète, en tant que bilan de la planète, il est équilibré. Si on le regarde localement, il n'est pas du tout équilibré. Donc, le rééquilibrage se fait par ce qu'apporte l'atmosphère, ce qu'apporte l'océan vers les hautes latitudes. Il y a plus de chaleur dans les basses latitudes. Donc vous avez ici, petit à petit, on a su faire des calculs qui sont surtout des calculs atmosphériques, mais qui permettent ensuite de faire un bilan qu'on peut transposer à l'océan. Et on sait que on a des situations assez différenciées quand on regarde les différents océans. L'océan Pacifique transporte, l'océan Atlantique transporte de l'énergie depuis la latitude sud vers la latitude nord. Et il est très différent de l'océan Pacifique qui lui a une évolution symétrique par rapport à l'équateur. Et ça pose des questions, savoir si effectivement dans les temps, s'il y a qu'un modèle unique de fonctionnement pour l'océan, si dans certaines circonstances on ne pourrait pas avoir effectivement un océan qui fonctionne différemment. On sait que l'atmosphère est assez contrainte par toutes les par tout ce qui est, toutes les lois de conservation qui l'animent. Ici, il y a peut-être une possibilité d'avoir quelque chose de différent. Alors la vision qu'on a de l'océan, là je vais passer ça, c'est pour montrer que l'océan transporte aussi de l'énergie, mais je vais pas regarder ça en détail, est une vision qui a beaucoup changé dans les dernières décennies. Parce qu'on s'est rendu compte que l'océan, enfin, c'est pas l'image qu'on a montrée, c'est quelque chose avec énormément de petits tourbillons. Et donc c'est un système qui est là aussi beaucoup plus complexe que celui qu'on imaginait. Alors je vais peut-être prendre le temps de vous montrer en quelques secondes une visio. Ça c'est quelque chose qui vient de la NASA, qui commence à être très connu pour beaucoup de gens, et qui vous montre vraiment ce qu'est en temps réel, même s'il est ancien. Donc c'est à partir de mesures réellement observées. Vous voyez ici le Gulf Stream, le Gulf Stream, avec les courants de retour qu'on voit pas très bien ici, dont j'ai parlé. Donc on a un système qui a une complexité qui est souvent ignorée. Et donc dans ce système-là, alors là c'est pour montrer que ça c'est la partie superficielle là, du courant. Le courant de profondeur a été quelque chose d'ignoré pendant très longtemps. Je parle de mon service militaire, c'était dans un bateau. J'ai pas fait beaucoup de marine, mais pour faire des relevés, à l'époque, il fallait avoir une sonde, et puis la sonde, on la remontait, on faisait des mesures sur de l'eau, sur des bouteilles d'eau, sur des choses comme ça. Le bateau faisait 1000, et puis 1000, et puis 1000, et puis on essayait d'avoir une vision de ce qui se passait dans le fond des océans. C'est quelque chose d'assez particulier. Là, vous avez ce qu'on appelle la circulation abyssale, qui va dans le sens contraire, en fait, de la circulation de surface, pour des raisons. Et cette circulation abyssale, elle a été finalement calculée avant d'être observée, ce qui est assez rare dans nos disciplines, que le calcul prévaille et permette d'avoir des observations. Voilà, alors je vais peut-être passer sur beaucoup d'autres choses, parce que je ne tiendrai pas dans le temps qu'on m'a imparti. Les océans sont aussi très importants à l'échelle, aux longues échelles de temps. Hein, là, vous avez des fluctuations, mais je laisserai ça pour des questions. Si vous avez de la température dans l'Arctique, dans l'Antarctique, et il y a un rôle évident de l'océan qui génère des fluctuations rapides qu'on n'imaginait pas il y a quelque temps, hein, qui contribuent à ces oscillations rapides pour le moins. Donc, on ne peut pas parler d'océan non plus sans rappeler que c'est quelque chose c'est un milieu qui est avant tout très riche par sa biologie, par tout ce qui contient de vie, et que cette biologie elle est menacée par le réchauffement climatique tout autant que le reste. Donc c'est des choses qui sont maintenant admises par tout le monde. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est des choses qui sont très importantes. Voilà. Et le dernier point, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui une capacité à ausculter l'océan qui est sans équivalent par rapport à ce qui existait autrefois, tout simplement grâce aux satellites, parce qu'on a des instruments qui sont capables justement de renvoyer de l'information à un satellite sans qu'il faille un bateau qui vienne chercher désespérément où se trouve l'amour. Donc les changements ont été extrêmement rapides dans le domaine d'études de l'océan. C'est un des milieux qui étaient les moins connus, mais qui, au moins pour une partie qui est assez profonde quand même maintenant, l'est beaucoup plus.
Voilà. Le dernier point sur l'océan, c'est que on est dans une phase de réchauffement de la planète, on en reparlera certainement, où se stocke la chaleur là, c'est essentiellement dans les océans. C'est ce qu'on voit sur ce diagramme-là. Voilà. Alors, les deux autres sujets qu'on m'avait proposés, je vais juste en faire un peu une pour tenir quand même presque 10-15 minutes. C'était un sur Acclimatera, qui est un projet qu'on a développé en Aquitaine. Et si vous voulez, la problématique est un tout petit peu différente quand même, donc je vais me raccrocher, mais sans trop faire de... Et c'est... l'idée, c'est quand même, et on le reverra dans toute la phase des questions, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure réellement d'empêcher le réchauffement de la planète. C'est quelque chose dont on parlera, j'en suis sûr. Dans la mesure où il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, il y a un besoin de protéger les territoires. Alors cette idée de protéger les territoires, on parle d'adaptation, c'est quelque chose qui est bien vu ou qui est mal vu. Mal vu parce que ça peut être, et c'est pas faux, ça a été proposé selon ce cas aussi, comme une manière de renoncer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de manière rapide en se trouvant des solutions, autres qui permettent d'oublier un petit peu les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a cette peur-là, mais en même temps, aujourd'hui, on sait bien que physiquement, il y a des choses qu'on ne peut plus empêcher, et que ces choses qu'on ne peut plus empêcher, elles auront un impact fort sur les régions. Donc moi, ce que je pense, c'est que tout ce qui est climat doit être vu à l'aune d'une intégration entre ce qui est régional et ce qui est à plus grande échelle. Le climat, c'est une affaire d'échelle internationale. Les gaz à effet de serre, pour 50% à peu près, les gaz à effet de serre qu'on a au-dessus de nous en France viennent de Chine ou des États-Unis. Donc on n'est pas en capacité de faire les choses tout seul, mais on doit essayer de lier la partie qui est la partie de préservation de notre patrimoine avec ce que réclame aussi la nécessité d'empêcher le réchauffement autant que l'on peut. Donc ça, c'est un projet c'est un peu avec ces réflexions-là qu'on a commencé il y a une dizaine d'années à peu près un projet en Nouvelle-Aquitaine, en Aquitaine, qui est devenu la Nouvelle-Aquitaine, qui est un projet simplement de recensement de ce qui a pu se faire au niveau climatique, comme recherche, comme diagnostic, comme dans des domaines très variés, allant depuis des sciences humaines, sociales ou économiques ou liées au droit, et puis en allant jusqu'à des sciences qui soient plus physiques. Et en fait, c'est quelque chose qui nous a donné un diagnostic de ce qui se passe sur la région aquitaine assez important. On a fait deux volumes, un en 2013, un en 2018. Et ces deux volumes ont rassemblé près de 400 chercheurs, à peu près. Et on sait à peu près ce que sont les enjeux pour une région comme celle-ci. Mais il y a deux choses, c'est qu'il y a eu très peu de capacité à utiliser ce travail de recherche pour anticiper les choses, pour voir ce qu'on peut faire pour aménager la région. Donc il y a une sorte de difficulté au passage entre l'alerte sur ces problèmes climatiques, qui continue d'être le mode général avec lequel on parle de changement climatique, et puis l'espace des solutions, qui est un espace très, très différent. Alors, le domaine régional, c'est un domaine qui est un domaine très, très utile. Alors, je voulais juste montrer ça, parce que c'est un domaine où, en fait, on est déjà dans un mode systémique. Une région comme la région Aquitaine, c'est une région où il y a l'usage de l'eau, pour faire quelque chose qui renvoie un petit peu à ce diagramme, que je ne vais pas prendre le temps de regarder trop en détail, mais c'est que on est face à un système où l'eau, elle sert à des tas de choses. Elle vient de la montagne, elle vient de la fonte, elle provoque des étiages, elle change la biodiversité, elle se manifeste dans les zones littorales, dans les zones où il y a des centrales nucléaires ou des centrales pour l'hydroélectricité. Voilà, c'est un système complexe, c'est un système où il y a des gens qui doit être analysé comme tel,
Donc c'est un lieu de décision, de protection qui est nécessaire. Et bon, voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de regarder la région Aquitaine, avec bon, un certain succès qui est quand même loin de ce qu'on souhaiterait, mais qui a permis un certain nombre de choses dont je serais prêt à reparler tout à l'heure. Et cette dimension régionale, elle me paraît importante parce que bah, aujourd'hui, on le voit bien, comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont impossibles. Et il faut redonner aux gens le sens de ce qu'ils peuvent faire d'utile et de possible. Donc, les deux vont ensemble. Voilà. Alors, je vais passer assez vite là-dessus. Les mots-clés de ces travaux que l'on a fait, dont je serais très content de reparler après s'il y a des questions, c'est bon, suivi actif. On est suivi actif, ça veut dire qu'on doit essayer de monitorer, comme on dit en bon français, le système régional. On doit anticiper. En fait, les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère. La demi-vie en termes de CO2, c'est 100 ans. On est capable de dire ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, avec un certain nombre, enfin, pas de manière exacte, mais de manière utile. Là aussi, on s'en est rendu compte la nécessité d'une écoute des gens. L'idée d'Acclimatera, c'est de faire ces documents, et puis de faire aussi de la médiation, et cette médiation de la porter dans des villes, dans des lieux, et cette phase-là, c'est une phase qui doit être dans les deux sens, qui doit permettre une certaine forme d'écoute. Et j'ajoute solidarité, parce que l'idée de rester dans une région pour regarder les choses, c'est certainement pas de favoriser la réflexe identitaire ou des choses de ce type, c'est plutôt de faire des choses qui soient partageables par la suite. Voilà, ça c'est le deuxième thème dont on avait parlé. Le troisième, je voudrais effectivement aussi, parce que dire quelques mots, parce que il me paraît important par rapport aux questions que vous pouvez poser. Ça concerne le GIEC. Alors, il y a plein de choses à dire sur le GIEC. J'ai mis transparent dans un ordre qui a été bousculé par... Voilà. Ce qu'a fait le GIEC, et là aussi je vais laisser l'image comme cela, c'est de donner un référentiel sur ce qu'est le changement climatique, là aussi dans un ensemble de mesures qui est extrêmement grand. Le problème du GIEC, c'est qu'il a un mandat très précis, c'est pas un problème, c'est un outil, mais ça peut devenir un problème si on fait pas attention à l'usage qu'on fait de cet outil-là. Donc le GIEC est là pour dire ce que sont les choses dans un cadre qui est éclairé par la science. Donc le cadre éclairé par la science, c'est un cadre, on parle c'est le leitmotiv du GIEC depuis toujours, de dire on fait un travail qui n'est pas prescriptif, mais qui doit être qui doit faire sens, hein, c'est un autre mot, qui doit, mais qui doit faire sens, et qui doit permettre d'argumenter des décisions. Donc, c'est un mandat très, très précis. Quand on essaie de prendre des mesures, quand à l'échelle d'une région, les gens essaient de prendre des mesures, ils se confrontent à d'autres réalités, qui sont le fait que il y a des gens qui habitent, donc on ne peut pas faire ça, et on l'a vu sans la société. Il y a la biodiversité, il y a toute une série de choses, et puis il y a le fait que les pays sont pas nécessairement en phase les uns avec les autres, et qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Donc la décision doit se prendre avec aussi d'autres critères. D'autres critères. On ne peut pas prendre de décision, enfin, beaucoup d'entre nous, je pense, qui soit contraire à la logique des droits de l'homme. Donc le GIEC n'a pas pour but de transgresser tout ça. Il a pour but d'éclairer autant que la science peut le faire un paysage, et il l'a fait très bien dans des conditions souvent un peu difficiles. Et donc je crois qu'il doit garder cette mission-là. Pour moi, ça veut dire il doit y avoir d'autres lieux de réflexion qui permettent de prendre en compte en fait le monde réel de manière différente, c'est-à-dire en acceptant le diagnostic du GIEC bien sûr, mais en essayant de
l'évaluer à la lumière d'autres enjeux, ceux que vous avez cités et d'autres. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai à peu près tenu la demi-heure qu'on m'a donnée. Pour dire les choses de manière, pour essayer de faire un petit résumé de choses qui sont un petit peu différentes les unes des autres, c'est que de manière générale, je crois que le problème du climat aujourd'hui, il est devenu complexe en grande partie parce que beaucoup de choses ont avancé très vite, qu'il s'agisse du diagnostic, mais aussi qu'il s'agisse de la prise de conscience sur un certain nombre d'enjeux, et que tout n'est plus possible, et que dans ce tout n'est plus possible, il y a le besoin d'arbitrage, il y a le besoin de faire des choses qui sont nouvelles, et qui globalement pose la question du rôle de la science, le rôle des scientifiques dans ce domaine-là, du rôle de l'engagement aussi dans ces domaines-là. Il y a, je pense, un besoin de préserver, par exemple, la nature du GIEC, qui est quelque chose de construit pour certains enjeux, et qu'on doit respecter, je pense, cette mission qui lui a été donnée. Mais voilà, mais il y a beaucoup de choses qui sont, à mon avis, à débattre en ce moment. Et personnellement, ce que je regrette souvent le plus aujourd'hui, c'est que les lieux de débat, mais ils existent quand même, mais ils sont pas aussi nombreux que ça devrait être le cas. Donc, de ce point de vue-là, je suis très content d'être invité à parler devant des étudiants. Je pense que c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour faire avancer ces problèmes. Voilà. Je vais m'arrêter là en essayant de... Super. Merci beaucoup, Monsieur Le Treut, pour cette belle présentation. Donc super pour le temps, pour le timing. Donc on va maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc Mathieu Menou va m'épauler pour animer cette session. Ce qu'on vous propose, c'est que vous prépariez vos questions. En attendant, Mathieu et moi, nous allons poser quelques questions et puis nous prendrons les vôtres. Donc on préfère que vous posiez vos questions à l'oral, ça rendra la présentation un petit peu plus vivante. Ensuite, si vous souhaitez ne pas prendre la parole, parce que la conférence est enregistrée, n'hésitez pas à l'écrire la question dans le chat. Je sais que quelques personnes ont commencé à poser des questions, donc n'hésitez pas à continuer et on essaiera de les prendre ensuite. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Mathieu, si tu veux commencer avec les premières questions. Ouais. Juste une chose, s'il y a moyen d'avoir quelques visages plutôt qu'un écran noir, petit à petit ça peut rendre neurasthénique un peu, donc voilà. D'accord, donc n'hésitez pas quand vous posez vos questions, allumez votre micro évidemment et votre caméra, ça rendra encore plus vivant. Voilà. Ok, donc vous avez parlé tout à l'heure du Gulf Stream. Et j'ai remarqué qu'il y avait différents endroits où les courants étaient plus chauds et d'autres endroits où ils étaient plus froids. Je me demandais, avec le changement climatique qui perturbe un peu tous les équilibres, les équilibres de tous les systèmes environnementaux, je me demandais, est-ce qu'une modification du Gulf Stream était possible et est-ce que cette modification pourrait entraîner des changements de température importants dans différents territoires? Par exemple, est-ce qu'on pourrait, vu que j'ai vu que le courant chaud passait au-dessus de l'Europe, est-ce qu'on pourrait avoir un refroidissement, paradoxalement, de l'Europe avec cette modification du Gulf Stream? Alors c'est une question qui est en fait souvent posée et qui a été utilisée d'ailleurs quelquefois dans un contexte un peu de climato-scepticisme en disant, enfin c'est pas du climato-scepticisme, c'est du relativisme, je dirais, en disant ben voilà finalement ça se réchauffe, mais vous voyez ça peut se refroidir. Je cherchais, oui, voilà. Si on regarde cette image, vous voyez qu'il y a des flèches qui vont vers le haut, et puis des flèches qui vont vers le bas, comme je l'ai dit. On a deux mécanismes très différents. C'est-à-dire, si vous allez jusqu'à cette latitude nord à peu près, vous êtes sous le régime des vents. Ce régime des vents, il va pas changer si facilement que ça.
Quand on dit qu'on a une une évolution du climat qui se va vers les pôles, c'est vrai pour les températures. En général, c'est pas tout à fait vrai pour les lieux de précipitation, les lieux de. On a finalement assez peu de variations, donc la nature du système va pas changer très fortement dans toute cette partie qui est mise en route par les vents. Et par contre, plus au nord, on a une partie qui est mise en route plutôt par, je disais, la formation d'eau profonde, ça veut dire que c'est de l'eau qui arrive en fait des Caraïbes, qui se refroidit, qui se salinise, enfin qui est salinisée par son voyage dans les Caraïbes. Et quand elle plonge, elle déclenche en fait cette grande courroie de transmission. Le risque, c'est éventuellement que le risque, enfin le changement, c'est possible, c'est effectivement d'avoir une partie qui soit modifiée, qui est la partie haute, donc la partie qui dépend de l'eau qui plonge. Qu'est-ce qui se passe s'il fait plus chaud? L'eau aura du mal à plonger, et donc la partie haute du Gulf Stream aura du mal à continuer d'exister. Alors ça se remarque hein, quand on fait quand on regarde à la fois des modélisations qu'on peut faire, on voit déjà maintenant une espèce de tache blanche sous le Groenland qui est une modification du Gulf Stream. On voit la même chose par l'observation directe satellitaire. Et donc, oui, il y a quelque chose qui est en route. Est-ce que ça va provoquer quelque chose de grave sur nos latitudes? C'est pas ce que montrent les modèles pour le moment, en grande partie parce que il y a le réchauffement compense en fait en termes de thermique le mouvement actuel est sans doute à venir du du Gulf Stream dans sa partie haute. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est suivi quand même avec une certaine attention. Pour le moment, il n'y a pas de drame à court terme à mettre en évidence, mais je pense que c'est important de suivre en détail ce qui se passe dans ces régions-là. Aussi d'autres choses qui vont se passer en même temps, la fonte des glaces, etc. Donc c'est bien d'avoir un suivi de tout cela. Ok, super. Est-ce que l'océan a un rôle d'absorption d'autres gaz à effet de serre autres que le CO2? Et si oui, dans quelle proportion? Et comment la hausse de la température des océans va influer sur cette absorption? Alors, je ne sais pas répondre complètement à tous les aspects de cette question parce que c'est un peu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans l'océan, on a beaucoup de gaz carbonés qui deviennent des donc qui changent de nature un peu dans l'océan. Donc la finition de ce qui rentre dans l'océan est délicate, mais il y a effectivement une chimie océanique qui est complexe, hein, que je domine pas complètement. Cette chimie océanique, il y a peut-être deux éléments qu'il faut signaler plus fortement. Le premier, c'est la partie de carbone. Il y a du carbone, donc cet enfouissement du carbone joue un rôle parce que ce carbone qui rentre dans les océans, c'est un carbone qui au départ a été le résultat de la photosynthèse, donc qui est aérien, puis qui rentre dans l'océan parce qu'il y a en gros de ce qui est émis de manière directe dans l'atmosphère, il y en a une partie qui reste dans l'atmosphère, la moitié, puis une partie qui s'en va sur les zones continentales ou dans les océans. Et cette partie-là donc joue un rôle important. Il y a des gens qui pensaient que, enfin, la question qui a été longtemps posée, c'était de savoir si c'était possible si les gaz à effet de serre, donc le carbone, qui était stocké dans l'océan, ça faisait du bien à la planète en l'empêchant de trop se réchauffer. Donc ce dont on s'est rendu compte au fil des années plus récentes, c'est que ça faisait peut-être, c'est pas tout à fait sûr, du bien en empêchant la planète de trop se réchauffer, mais en tout cas, ça accompagnait aussi une
un problème majeur hein, qui est celui du changement de pH avec l'acidification des océans. Donc l'acidification des océans, c'est pas un gaz, c'est une série de gaz. Là, je suis pas savant dans ces domaines-là, mais c'est quelque chose qui joue un rôle majeur aussi. Donc, toute cette chimie océanique, elle est très très vaste. On peut l'utiliser aussi. Il y a le problème du fer dans les hautes latitudes, dans, dans les latitudes du Grand Sud, hein, dans le monde de l'Antarctique. On pense qu'on pourrait générer une activité biologique et éventuellement économique différente, mettant du fer un peu plus dans l'océan. Alors c'est pas très démontré, j'en sais, mais enfin c'est quelque chose qui a été secoué comme hypothèse pendant beaucoup d'années. Donc voilà, c'est quelques éléments de chimie. Je suis pas capable d'avoir une vision exhaustive de ce qu'est la chimie océanique. C'est quelque chose de relativement complexe. Ok. Très bien. Il y avait une question du public de Xavier qui demandait si jamais on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre, comment évoluerait comment évoluerait l'équilibre océan-atmosphère après coup? Est-ce qu'on arriverait à revenir à un taux, enfin, est-ce que les océans réémettraient du CO2 dans l'atmosphère? Enfin, est-ce qu'il y aurait des changements par rapport à avant si on arrêtait d'un coup les émissions de CO2? Alors, c'est là aussi une question qui est pas nécessairement très simple. Alors, si on arrête les émissions, ben, il faudra d'abord écluser un petit peu tout le stock de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère, et dont une partie se retrouve aussi dans les océans, avec un impact sur le réchauffement qui est non négligeable, puisqu'on a vu qu'il y avait les gaz à effet de serre qui se stockent, qui réchauffent. Ce réchauffement, pour une grande partie, est transféré dans l'océan. Donc on est face à un système qui est pas si facile que ça à maîtriser. La conclusion simple, c'est que non, on reviendra pas à l'état initial de manière exacte, mais bon, ça reste quand même des sujets de recherche qui sont des sujets difficiles. Mais il ne faut pas croire qu'on aura une solution miracle de ce type-là à un moment donné. Il y a toujours une pénalité en fait à avoir des changements qui ne sont pas ceux qu'on souhaitait au départ. Donc, voilà, donc je crois qu'il faut. C'est un problème sérieux alors qu'on parle de problèmes qui demandent de la recherche, qui demandent le concret, c'est de faire de la recherche. Là, euh, tout ce qui est retour en arrière, si vous voulez, voir si ce retour en arrière peut se faire, ça reste quelque chose qui, pour le moment, n'est pas instruit de manière très, très claire. Euh, et du coup, est-ce qu'il y aurait une réémission du CO2 absorbé par les océans dans l'atmosphère si on n'avait plus d'émissions, si on avait moins dans l'atmosphère qu'auparavant? Il peut y avoir une réémission. Là, le problème est celui de la durée avec laquelle ça peut se passer, quoi. C'est quelque chose qui est. Et là, ma connaissance, bon, par exemple, bon, si on prend quelque chose qui n'est pas du carbone, mais qui est plutôt de la chaleur, mais qui est enfoui dans, dans le fond des océans maintenant, est-ce que qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va vraiment être expulsée vers d'autres régions du monde? Est-ce qu'elle va, tout ça est pas, enfin, tout ça, à mon avis, ça reste de la recherche qui est en mouvement pour le moment. C'est pas tranché complètement, et en tout cas, moi, je suis pas, je, je, enfin, je suis pas ignorant dans ces domaines-là, et je crois que c'est effectivement, mais je suis pas non plus omniscient, mais je pense qu'il y a encore une incapacité assez grande à tout essayer de deviner. Donc il faut essayer de continuer à faire de la recherche dans ces domaines-là pour être sûr de ce qui peut se passer dans le futur et anticiper ensuite ce qu'on aura besoin de faire un peu plus tard. D'accord. Euh, on sait que dans la modélisation du climat, il y a quand même encore certaines choses qui sont incertaines. Si vous deviez citer le ou les phénomènes modélisés sur lesquels il y a le plus d'incertitudes, pas forcément liés que à l'océan, ça serait quoi? Est-ce que ça pourrait être le rôle des nuages? On sait qu'ils sont en boucle
de rétroaction positive et négative? Est-ce que ça peut être, est-ce que c'est d'autres choses? Voilà. Alors, le rôle des nuages est certainement un rôle majeur. Alors moi j'ai fait une grande partie de ma thèse il y a longtemps, et puis des études qui ont suivi sur le problème des nuages, qui était embryonnaire un peu à l'époque. Oui, le rôle des nuages est très important et très difficile, et c'est la cause de beaucoup effectivement d'incertitudes entre modèles. Quand on regarde les différents modèles, dans la différence qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, il y a une grosse part qui est due aux nuages. Alors les nuages, plus tout ce qui les accompagne, les aérosols, les nuages restent plus longtemps dans l'atmosphère, enfin ils sont formés ils sont en lien avec les gaz à effet de serre et avec donc des systèmes qui restent longtemps présents dans l'atmosphère, mais les aérosols qui restent moins longtemps jouent aussi un rôle important. Donc oui, on est face à des systèmes dont j'ai un petit peu oublié la question du début, là, c'est pour ça que je la recherche. Non, Mais, c'était sur mais les phénomènes sur lesquels il y a plus d'incertitudes. Donc, ouais, vous avez parlé des nuages. Mais est-ce voilà. qu'il y en aurait d'autres, peut-être Donc les aérosols dont j'ai parlé ensuite, c'est aussi quelque chose de relativement incertain, puisque en fait, quand on regarde, quand on essaie de faire le diagnostic de ce qui peut se passer dans l'atmosphère, on a du mal souvent à décider ce qui peut être le rôle des aérosols ou le rôle des gaz à effet de serre. C'est très difficile d'avoir un bilan. Il manque toujours un paramètre pour dresser un bilan complet de ces choses-là. Donc après, je pense que tout ce qui est lié tout ce qui est lié à la biodiversité, tout ce qui fait l'interface avec la biodiversité, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on n'est pas, si vous voulez, je crois que on est dans un besoin de prise de décision rapide. Donc ces prises de décision, il y en a qui viennent de choses qu'on connaît bien, assises sur des gestes qui sont des bons gestes, comme on dit maintenant souvent, bonnes pratiques. Euh, Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles à cerner et qui vont prendre plus de temps. Et donc c'est surtout là qu'il faut alors il y a par exemple, bon, j'ai cité la biodiversité, mais enfin on peut citer en fait tout le monde si vous voulez, il y a il y a un domaine qui est un domaine qui est celui de la science avec des équations, la science dure avec des équations, qui a ses réponses. Donc on va citer quelques-unes. Mais juste à côté, vous avez donc le domaine de la biodiversité, le domaine des humains, des gens qui travaillent, et ces domaines-là sont des domaines scientifiques. Ils sont en lien scientifique fort avec ce qui se passe dans le domaine physique. Donc je pense que l'évolution majeure aussi qu'on doit avoir, c'est la capacité à lier fortement ce qu'on peut appeler un changement climatique au sens le plus strict du terme, avec ce qui peut se passer dans tous ces milieux qui entourent le problème global. Et donc, je crois si on fait une longue liste de choses qui sont des choses importantes, on n'aura pas que des paramètres qui sont liés aux aspects physiques du climat. Je pense qu'il faudra aller très au-delà. Ok, bah, c'est très clair. Euh, Par rapport à ces incertitudes, justement, je me posais une question par rapport à ça. La connaissance scientifique évolue. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a des nouvelles interactions qu'on n'avait pas pris en compte pour le modèle climatique. Est-ce que le modèle qu'on avait prévu il y a 20 ans et celui qu'on a actuellement fait des prédictions radicalement différentes? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un changement de trajectoire en ayant plus de connaissances sur le sujet? Alors, je vais remettre là une image que j'avais gardée pour ça éventuellement, si je la trouve. Euh, attendez, la question, je m'excuse, en essayant de réfléchir à deux choses à la fois, la question c'était...
Oui, alors la question c'était comment est-ce que enfin, les modèles ils ont évolué en Ah ayant. oui, oui, voilà, oui, oui, très bien. Donc, je me rappelle maintenant l'image que je cherchais, c'était celle-là. Celle-là. Voilà. Donc cette image c'est une image ancienne. Si vous regardez, c'est quelque chose. Alors la barre ici, c'est quelque chose que j'ai rajouté à la main, si vous voulez. C'est le niveau de 2 degrés qui était la référence pendant très longtemps, la référence à ne pas dépasser. Et j'avais dit tout ça tout à l'heure à la volée que c'était quelque chose je crois que c'était quelque chose qui a été fait en 2100, en 2010, pardon, ici. Et vous avez une dizaine de modèles qui ont participé à cet exercice-là, et une vingtaine peut-être même déjà, et puis maintenant c'est encore beaucoup plus chaque fois qu'on fait des exercices similaires. Ce que vous voyez, c'est que bon, il y a une courbe observable qui va jusqu'en 2010, et puis après le système se lâche, et là on a des modèles qui sont très différents, on a des émissions de gaz, enfin, qui sont très différents par leur résultat, pas par leur méthode. On a des modèles qui sont, on a euh, au-delà des émissions, on a euh, des modèles bon, je m'excuse, je fourche un tout petit peu, j'ai redit 2 fois la même chose. Il y a des modèles qui sont affectés par la partie d'émissions de gaz à effet de serre, et puis il y a des modèles qui sont affectés par le fait qu'ils sont différents les uns des autres. Et c'est en gros moitié-moitié quand on regarde les choses. Donc on est face à des systèmes euh, qui, euh, qui, qui, qui ont l'air d'être divergents. Mais si on regarde juste les 20 premières années, ici, on a quelque chose de très peu divergent. Très peu divergent. Les modèles sont en accord. Et tout à l'heure, je parlais d'anticipation des climats futurs. Quand on parle d'anticipation des climats futurs, les 20 prochaines années, on a beaucoup de possibilités. On a beaucoup de possibilités. Bien sûr, si on se projette en 2100, l'intervalle d'incertitude est grand. Si on reste aux alentours des 20 prochaines années, ce que nous disent les modèles, c'est des choses qui ont l'air bien corroborées par ce qu'on observe a posteriori. Ok. Et il faut s'en saisir, ça, c'est quelque chose dont il faut se saisir, c'est-à-dire je disais que la logique territoriale, c'est une logique de l'anticipation, et il y a tous les outils pour faire cette anticipation-là et se protéger comme il faut au travers de cette anticipation. Ok, donc il y a pas de risque qu'une nouvelle interaction soit découverte par les scientifiques et qu'on se retrouve avec des trajectoires radicalement différentes de celles qu'on avait Ah prévues. si, alors c'est d'autres trajectoires. Donc là j'avais cru comprendre que c'était une question sur les modèles et leur capacité à prévoir ce qui se fera dans le futur. Si on regarde les idées un peu farfelues ou qui glacent un peu le sang qu'on peut avoir un petit peu partout, les choses sont assez différentes. Il y a en fait, dans ce qu'on appelle la géo-ingénierie, 2 domaines qui mériteraient d'avoir un nom tout à fait différent. Il y a des domaines où on parle de gestion du flux solaire, euh, et cette gestion du flux solaire, elle consiste à envoyer dans l'espace des petits gaz traces, qui sont souvent euh, le nom des gaz m'échappe là, mais bon, c'est des gaz assez faciles à se produire et qui peuvent empêcher donc le refroidissement qui peut empêcher le réchauffement de la planète. Euh, Maintenant, ces gaz-là, c'est des gaz qui sont enfin, c'est pas des gaz, c'est des particules qu'on mettrait dans l'atmosphère très, très haut. Et ces particules, elles ont beaucoup de défauts, c'est-à-dire que et beaucoup de dangers. On sait qu'on met ça dans l'atmosphère, on ne sait pas trop ce que ça va produire par ailleurs. Ça va changer peut-être l'agriculture, peut-être des tas d'éléments.
Donc, quand on fait ça, on fait quelque chose qui relève de la d'une mobilisation, enfin d'une évolution non préservée, enfin du système climatique. C'est-à-dire on agit directement sur le système climatique. On ne cherche pas, et donc on ne sait pas trop ce que ça va donner à la fin. Donc ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. D'autant plus dangereux que quand on commence à laisser le système se refroidir petit à petit, à l'empêche de se réchauffer, il vient un moment où on ne peut plus arrêter. Et ce moment vient très vite, tout simplement parce que si on arrête, en fait, le système revient très rapidement à la situation qu'il aurait eue si on n'avait rien fait. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas pérenne, sur quelque chose qui n'est pas régulé, dont on ne sait pas quelles sont les conséquences possibles. Et donc il faut faire très attention à ça. Mais ça, c'est une partie de ce qu'on peut faire en termes de génération, enfin de manière de générer en fait des solutions. Les solutions qui consistent à aller chercher des gaz carbonés dans l'atmosphère et puis essayer de les faire, enfin, de trouver des lieux de collecte adaptés, c'est des choses qui posent problème, mais qui ne sont pas la même nature de problème. C'est pas, on n'est pas face à quelque chose qui peut bouleverser tous les équilibres internes au système climatique. Donc, il faut faire très attention. On appelle par les mêmes mots, généralement le mot de géo-ingénierie et des situations très différentes. Donc, on dit géo-ingénierie, on doit préciser enfin, clairement si c'est de la géo-ingénierie qui est de type intrusive, un petit peu, qui va modifier le système, modifier tout ce qui se fait au niveau des différentes pratiques agricoles, etc., sur une région. Puis, autre chose qui consiste juste à agir sur l'importance quantitative de ce qu'on émet dans l'atmosphère, et en espérant que ça fasse un effet positif, mais en étant prête à le maîtriser. Voilà, donc oui, il faut faire très attention quand on parle de ces problèmes-là, de bien gérer le bon gré de l'IA. Mais c'est très, très, très important parce qu'il y a un risque rampant, si vous voulez, de dire que bah oui, on va mettre des systèmes pour refroidir un petit peu les choses chez soi, puis sur une ville, puis sur une métropole étrangère. Le risque de dérapage est important et on ne sait pas ce que ça pourrait provoquer. D'accord. Alors, on pose une dernière question avant de prendre les questions du public. Alors, il y a eu le sommet de la Terre à Rio en 1992, où il y a eu un grand espoir de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on n'avait pas prévu le développement si soudain et fort de la Chine, qui a eu une transition démographique très rapide, si bien que la tâche à accomplir est devenue de plus en plus importante. Allô? Je ne vous entends pas là. Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation actuellement à fixer pour ne pas dépasser 2 degrés? Cela sera suffisant, puisque les pays en voie de développement, en Afrique notamment, voudront vraisemblablement suivre le même chemin que la Chine, c'est-à-dire accéder rapidement à un niveau de vie des pays développés en ne se préoccupant pas des questions environnementales. Ça peut paraître une question démobilisatrice, mais qu'en pensez-vous? Alors, c'est une question essentielle. Alors, je ne l'ai pas entendu en entier, mais parce que je sais pas, il y a un petit arrêt, mais je pense que j'ai compris la nature de la question. Donc, d'abord, il faut voir que il y a un problème on appelle de justice climatique. On sait que les pays, ils sont tributaires d'une histoire. L'histoire, elle est jamais neutre. Il y a eu une histoire compliquée, même entre la France et la Chine, et les comptoirs qu'il pouvait y avoir à cette époque à Shanghai. Donc là,
la manière de mettre ça en exergue, le fait que les Chinois, par exemple, aient augmenté de manière rapide et leurs émissions de gaz à effet de serre, on a du mal à leur reprocher ça, parce que c'est quelque chose qui les amène par habitant à être à peu près au même niveau que les Européens. Et si on rapatrie chez nous mentalement la part d'émissions de gaz à effet de serre qui sont qui sont en fait des produits qui sont fabriqués en Chine mais qui vont être utilisés en France, je pense que la Chine pollue moins, entre guillemets, au niveau des gaz à effet de serre que les pays européens. Donc, par habitant toujours. Hein. Donc en fait, c'est quelque chose qui est quand même difficilement évitable. Alors, il y a d'autres possibilités quand en effet, on est confronté à ça. Une possibilité consiste à dire, ben, nous, on ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe au niveau politique, on n'a aucun moyen de le faire. Donc, on va faire des scénarios au mieux de ce qu'on sait, de ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est une attitude qui a une certaine logique, mais qui suffit pas dans tous les cas. Je crois qu'il y a aussi besoin d'avoir des scénarios qui soient des scénarios possibles. Parce que les scénarios impossibles, même, c'est pas toujours motivant finalement. C'est l'idée qui est quand même souvent répandue de dire, bah, voilà, il y a des choses qui sont impossibles, mais essayons quand même. Ça va jusqu'au moment où on peut plus vraiment essayer, quoi. Donc, et là, je crois que c'est important de pas laisser dire des choses qui soient, ou laisser se propager des enjeux, des choses qui sont, dans lesquelles on n'est pas capable enfin, de faire usage ensuite. C'est-à-dire, il faut surtout pas donner aux gens l'impression qu'on leur raconte des choses qui ont cessé d'être vraies, quoi. Donc, je pense qu'il faut être très attentif avec ça. C'est, à mon avis, le problème, peut-être un des problèmes les plus difficiles. Moi, en tant qu'étudiant, en tant que professeur devant les étudiants, c'est le point où j'ai le plus de mal à choisir mes mots et à leur dire quelque chose, parce qu'effectivement, ça peut être démobilisant. Je crois que de ne pas dire ces choses-là, de ne pas dire les difficultés que ça représente, à terme, c'est peut-être encore plus mobilisant, enfin, plus démobilisant, justement. Donc, il faut, je crois, moi, je pense qu'il faut être, comment dire, il faut un discours qui soit pas trop stressant, mais qui soit motivant, quoi. C'est quand même ça dont on a besoin au total. C'est pas, voilà. Ok, ouais, je comprends très bien. Ok. Alors on va commencer à prendre les questions du public. Il va nous rester environ 25 minutes. Alors ce qu'on préfère, c'est si vous avez réfléchi à vos questions, certains ont commencé à les poser dans le chat, donc c'est super. Ceux qui l'ont posé dans le chat, si vous voulez prendre la parole pour pouvoir les poser à l'oral et développer votre question, n'hésitez pas. Pour ça, je vais vous demander de lever la main et on essayer de prendre les questions dans l'ordre. Voilà, ce que je vais vous demander, c'est peut-être 2 ou 3 minutes, finalement, j'ai pas pensé à prendre de l'eau. Oui, allez-y. Bon, et puis je peux pas vous reprocher de pas m'en avoir apporté jusque chez moi, donc je vais le faire tout seul. Voilà, j'en reviens. Pas de souci. Donc pour le public, là, je ne vois pas encore de main levée, donc soit si vous ne souhaitez pas parler à l'oral, on prendra les questions d'abord dans le chat. Et puis si ça vous vient en attendant, n'hésitez pas à lever la main, nous ça nous permet ensuite de vous donner la parole. Et sinon, si vous voulez continuer à écrire les questions dans le chat, voilà. Ok, super, Karine, on t'a vu. On va attendre monsieur le... Voilà, je suis là.
Donc, je suis à votre écoute. Bien. Karine, si tu veux y aller. Vas-y, on t'écoute, Karine. Ah, t'as coupé le micro, attends. D'accord. Oui, non, c'est parce qu'il y a un autre. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui parle en même temps que moi. Oui, donc merci beaucoup pour cette conférence. Je me posais une question. Vous avez parlé des événements de Heinrich et d'un autre type d'événement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors, l'idée, c'est qu'on a en fait deux grands types de processus. Je vais peut-être revenir à un diagramme qui est là. Alors les noms, l'autre nom, c'est Euschger. Hein. Il y a deux personnes qui ont trouvé des modes d'oscillation dans le système climatique dans l'hémisphère nord. Donc, je ne sais pas si on voit la flèche. Là, voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez ce système dans l'Antarctique qui est un système d'oscillation dont on sait qu'en grande partie sont des oscillations qui sont liées par le phénomène dit de Milankovitch, donc qui sont liées à des problèmes astronomiques, donc liés à la rotation au fait que l'axe de rotation de la Terre change d'inclinaison, lié à la rotation de la Terre autour du Soleil, et donc c'est des choses qui sont liées à la rotation de la Terre, qui fait qu'on n'a pas la même étoile polaire aujourd'hui qu'il y a 1000 ou 2000 ans. Donc ces phénomènes-là, on les comprend très bien, ils sont là. Et ce qu'on a en plus dans l'hémisphère nord, c'est quelque chose qui est superposé. Et cette superposition, à un moment donné, elle conduit à des mouvements qui sont extrêmement rapides. Et ces mouvements très rapides, on posait question, parce que la première chose qui a été faite, c'était de regarder ce qui se passait en Antarctique, pour des raisons historiques, que je ne connais pas bien. Mais en fait, là, c'est une époque ancienne, c'est celle des années 50 à peu près, où se sont fait ces premières mesures, puis qui ont été poursuivies ensuite. Et donc, les mesures qui sont arrivées ensuite sont les mesures qu'on voit en haut, qui sont celles de l'hémisphère nord, et qui sont marquées par toutes ces oscillations. Alors, ces oscillations, c'est pas toujours facile de les comprendre, c'est pour ça qu'il y a plusieurs mécanismes qui ont été envisagés, mais il y a des ingrédients qu'on connaît bien. Le premier ingrédient qui est la fonte des glaces à un certain moment. Donc cette fonte des glaces qui peut regeler ensuite. Donc il y a des oscillations qui sont liées à ça. Il y a un lien avec l'océan. L'océan, les mouvements de l'océan, c'est la chose que j'ai failli montrer tout à l'heure, indique que on a un système qui peut osciller entre l'océan, on voit le rôle de l'océan via on est dans des régions où c'est pas nécessairement toujours très profond, on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'océan. Donc entre les glaciers, les océans et de manière très différente tout ce qui est lié au système solaire, enfin au système de notre, disons, on va dire au système astronomique. On a un système qui peut évoluer de manière relativement complexe et surtout de manière extrêmement rapide. Donc ça a posé beaucoup de questions en se demandant si ces évolutions peuvent être aussi rapides que ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut aussi nous menacer dans le futur? La réponse n'est pas tout à fait certaine. Ce qu'on voit, c'est que quand même, on était à des périodes ici, donc tout ça s'est passé où il faisait moins chaud que maintenant, qu'on va plutôt vers du plus chaud. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est pas tout à fait clair. Et là aussi, je pense que la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est probablement de surveiller ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, c'est très proche de ce qu'on a géographiquement, de la question qui a été posée tout à l'heure sur
sur le Gulf Stream. Donc là, c'est voisin. Mais c'est des domaines, effectivement, qui sont connus depuis pas très longtemps, depuis 15 ans peut-être. Donc ça vous paraît peut-être très long, mais c'est pas si long que ça. Et c'est à partir de ça que voilà, tout ne se sait pas encore aujourd'hui. Donc Donskar et Hochger, c'est deux personnes. Il y a plusieurs modalités, plusieurs choses que je ne vais pas prendre parti là-dessus sur la manière dont on peut faire bouger un petit peu les lignes comme ça de manière rapide, mais c'est lié à ces ingrédients-là que j'ai dit. C'est bon, Karine? Tu as eu ta Oui, réponse? merci beaucoup. Super. Il y avait une question de Mathieu R qui se demandait les impacts de la végétation sur le climat, notamment est-ce qu'il y avait des impacts significatifs qu'il fallait prendre en compte? Et il nous a parlé d'un exemple qu'il pouvait citer, que j'ignorais personnellement. C'était une augmentation des risques de précipitation à cause de la déforestation en Amazonie. Est-ce que vous avez d'autres interactions à nous expliquer et en particulier et celle-là aussi? Alors, j'ai pas compris quel était c'est en Amazonie ou c'est une autre région? J'ai pas bien Non, entendu. non, juste les impacts de la végétation sur le climat. Voilà. D'accord, parce que il me semblait qu'il y avait un nom de localité. Bon, l'impact du climat sur le système, l'impact, pardon, de la végétation sur le système climatique, c'est quelque chose qui est très important, et ça depuis les débuts de l'histoire de notre planète. Hein. C'est presque tout de suite, il y a eu la vie. Assez vite, il y a aussi des formes de végétation, et on sait que ces formes de végétation, elles ont joué un rôle majeur en contribuant à changer les en contribuant à changer l'albédo du système, donc la réflexion solaire. Enfin, il y a énormément il y a aussi toute une chimie qui est associée, donc les molécules, enfin euh, toute la végétation a un rôle qui est pas seulement un rôle physique, hein, qui est bien sûr un rôle qui contribue à mettre en place des écosystèmes importants. Et ces écosystèmes, à leur tour, agissent sur le système climatique plus physique. Donc, la part de la végétation est une composante absolument indispensable du système climatique. On ne peut pas travailler sans. Alors, si on essaie justement d'aller dans des régions plus proches de nous, là, donc on a ça depuis le début de l'histoire de la planète, et depuis le début de l'histoire même de la vie, et puis même depuis une grande partie de la faune ou de la flore est issue en fait des océans. Hein. Donc on est et indirectement de la végétation. Donc on est dans un système où la végétation joue un rôle majeur. Alors après, c'est quelquefois un petit peu difficile de dire trop de détails. Par exemple, c'est pour ça que je citais l'Amazonie. Il y a eu des débats sur l'Amazonie, les grandes forêts. Il y a 3 très grands massifs forestiers qui jouent un rôle majeur, qui sont celui de l'Amazonie, celui du Congo au sens large, puis celui de l'Asie du Sud-Est. Quand on regarde par exemple ce qui s'est passé en Amazonie, il y a eu quand même une déforestation. Dans tous ces pays-là, il y a eu des déforestations. Celle que je connais le mieux, on va dire ça comme ça, c'est la déforestation de l'Amazonie. Et la déforestation de l'Amazonie, elle est souvent invoquée pour dire que il peut pleuvoir différemment, et même on peut aller dire pour quel type de différence on a en termes de pluviométrie, et donc l'impact ensuite sur le système climatique plus physique.
bon, c'est un peu difficile à faire quelquefois parce que ça dépend vraiment. Vous modifiez un système qui existe, qui a une vie, qui peut changer. Donc, si vous modifiez euh, la température ou ou plus exactement les précipitations, je voulais dire, dans un système qui est végétalisé, comment ça va se passer, est-ce qu'on est sûr même du signe de ce qui va se passer. Mais par contre, donc la question est toujours posée là-dessus. On peut penser quand même que si on brûle la végétation, on va faire plus chaud, enfin, il y a des choses comme ça, mais généralement, quand même, ça pose une difficulté qui est assez grande. Et, et donc, il faut savoir que ça existe. Il y aura un rôle de tout ce qui a été fait sur le système, enfin, le rôle de la végétation sur le système climatique. Il existe, il va exister, il va continuer à exister, et on a un tout petit peu de mal à le prévoir de manière complètement précise. On a un petit peu plus de mal à le prévoir de manière complètement précise. C'est des choses qui peuvent évaluer. Mais globalement, on sait quand même que la part anthropique, la part liée aux activités humaines est forte dans tout ce qui se produit autour de la végétation et de son rôle vis-à-vis du climat. Ok. Alors, je regarde le public, si vous voulez lever la main, n'hésitez pas. En attendant, vous avez parlé là, du rôle du GIEC en tant qu'outil du politique. Alors, vous avez partiellement répondu à la question, mais je vais essayer de détourner ma question un petit peu en fonction de ce que vous avez déjà dit. Mais pensez-vous que le GIEC devrait aussi mettre un avis subjectif sur la situation actuelle, sur le rythme des mesures prises, des mesures politiques, même si ce n'est pas sa raison d'être? Parce qu'on peut penser qu'en général, les gens ont plus confiance dans la parole du scientifique que celle du politique, surtout s'il y a un consensus au sein de la communauté scientifique. Et dans ce cas-là, le GIEC serait plus vraiment seulement un outil au service du politique, mais un organisme qui prend en quelque sorte position, et ça permettrait peut-être d'accélérer les politiques publiques. Dans ce cas-là, qu'en pensez-vous? Et puis sinon, si on ne peut pas envisager cela, pensez-vous qu'on pourrait adapter, créer une autre instance qui permettrait d'avoir un rôle un petit peu différent que le rôle qu'on connaît du GIEC? Alors, c'est des questions qui sont effectivement très, très intéressantes, très, très importantes, et auxquelles j'en ai parlé un petit peu, mais il y a plus à dire, effectivement. Même si c'est le domaine par excellence, on a toujours les idées un petit peu confuses. On a beaucoup de débats dans nos laboratoires actuellement pour savoir jusqu'où doit aller l'engagement du scientifique. Moi, je pense que cette forme, l'engagement du scientifique, il doit aller aussi loin qu'il peut, tant qu'il respecte les règles qui sont celles de la science, c'est-à-dire quand on a un résultat, même s'il ne nous plaît pas, c'est le résultat qu'on a. On doit le commenter. Donc, on peut pas faire. Donc, il faut rester neutre par rapport à l'usage qu'on fait de notre recherche scientifique. Je pense qu'il faut garder cette neutralité. Mais par contre, il y a des choses qui imposent une certaine forme d'engagement, puisque je pense c'est un petit peu de ça que vous voulez parler. Et bon, puisque j'ai parlé de l'Amazonie, l'Amazonie, c'est une zone du monde, comme d'ailleurs les autres grands massifs forestiers, qui n'ont pas connu les glaciations, donc qui étaient là il y a déjà plusieurs, je pense, dizaines de millions d'années, donc qui ont une biodiversité extraordinaire qui n'a pas été complètement découverte, donc ça reste encore un domaine qui n'est pas exploré complètement. Donc, à un moment donné, quand on est scientifique et qu'on est capable de mesurer ça, en plus, si vous regardez la manière dont se construit la forêt amazonienne, moi je suis pas spécialiste, mais enfin, ce que j'en sais, c'est que il y a ce qu'on appelle la canopée qui est en altitude, et c'est elle qui échange avec l'espace. Le sol, lui, est un sol pauvre, c'est de la latérite, c'est des choses qui sont
pas facile à cultiver. C'est pourtant ça qu'on privilégie aujourd'hui. C'est-à-dire on coupe la forêt et puis on essaie de faire pousser des céréales, éventuellement ONG, pardon, des céréales qui sont bon, c'est pas une ONG, je vais répéter ONG plusieurs fois. Mais donc qui sont pas des bonnes qui sont pas de bonne qualité et puis qui sont éventuellement dangereuses et donc on est face à des situations que on sait analyser nous en tant que scientifiques et qui sont des situations qui sont, qui n'ont pas de justification forte. Alors le Brésil a très à cheval sur sa nationalité et sur son rôle national chez lui. La tendance, c'est un patrimoine de l'humanité qui date bien avant de la création du Brésil. Et bien avant, en fait, l'apparition même de l'homme sur Terre. Enfin, ils en foutent beaucoup. Donc en fait, il y a un moment où on doit savoir quand même dire les choses. Je pense, il faut faire attention, il faut savoir dire les choses. C'est la partie probablement la plus délicate à évaluer. Mais je crois que ça fait partie du rôle des scientifiques que d'essayer de faire passer leur message. Il ne s'agit pas de faire de la politique au sens où on l'entend habituellement, je pense. C'est plutôt d'être présent pour essayer de transmettre les informations qui sont celles qu'on est légitime à transmettre en tant que scientifique, mais qui me permettent de le faire quand même, de le faire vraiment. Voilà, moi je vois les choses de cette manière-là. C'est assez important d'arriver à fixer ça et en faire un enjeu partagé au sein des laboratoires c'est qu'il j'ai des collègues qui essaient d'animer des groupes pour voir jusqu'où les positions des uns et des autres peuvent se rejoindre, parce qu'il y a des attitudes très différentes par rapport à des choses comme celle-là. Mais pas à travers le GIEC, c'est-à-dire une autre forme d'implication plutôt politique, on va dire, des scientifiques qui notamment étudient les questions climatiques. Oui, alors vous avez raison, j'ai oublié une partie la première partie de la question, en me focalisant là-dessus. Pas le rôle du GIEC. Oui, le rôle du GIEC, je pense qu'il est défini et il implique une forme d'engagement déjà. C'est-à-dire que le GIEC, dire que le GIEC ne s'engage pas, ce serait une erreur. Le GIEC dit des choses qui peuvent être des choses fortes, peuvent être des choses le GIEC a été le premier à dire que le réchauffement de la planète était je sais plus comment c'était, il y avait un article, un mot qui désignait que c'était irréversible actuellement, c'était pas le mot irréversible, c'est un mot très proche. Donc on a donc le GIEC a dit des choses fortes. Ce que le GIEC ne peut pas dire, et à mon avis il faut faire attention avec ça, c'est par exemple en tant que tel donner des conseils dans des situations qui sont des situations où il n'y a pas comme enjeu que des problèmes physiques, mais des problèmes aussi qui peuvent être géopolitiques. En tant que citoyen, c'est souvent une bonne chose d'interagir à ce niveau-là avec ce qui se passe. Mais je crois que c'est pas le rôle du GIEC. Le rôle du GIEC, c'est de maintenir son rôle de la manière la plus incontestable possible. Je crois que le GIEC doit tout faire pour être absolument incontestable. Ça, c'est peut-être un réflexe de quelqu'un qui a connu la période climato-sceptique où c'était assez difficile d'arriver à avoir des débats non passionnels, des choses comme ça. Donc je pense que le GIEC a joué à ce moment-là un rôle absolument majeur en étant l'arbitre de beaucoup de choses, mais ça ne peut pas être autre chose qu'un arbitre qui n'a comme moyen d'arbitrer que
qu'une partie des outils disponibles, et les autres ne lui appartenant pas. Je pense que ça doit rester comme ça, je pense. Ok, ouais, ok, c'est très clair. Pour la conférence touche à sa fin. Avant de terminer, auriez-vous, Monsieur Le Treut, un ou des conseils à donner aux jeunes générations, notamment à nous étudiants qui allons bientôt rentrer dans la vie active? Oui et non, c'est assez difficile pour deux raisons. La première, c'est que bon, moi, je suis enseignant dans différents endroits, aussi à Sciences Po, aussi et la première des choses qu'on espère des étudiants qui on enseigne, c'est qu'ils puissent devenir autonomes dans leur réflexion. Le monde d'aujourd'hui est déjà très différent du monde que j'ai connu quand j'étais jeune. Moi, j'étais je dis souvent, moi, en classe de CE2, quand on est passé à 3 milliards d'individus sur la planète, c'était, bon, ça me paraît pas loin de cela, mais enfin, c'était, on est maintenant pas loin de 8 milliards. On est dans un monde différent. C'était une époque qui était encore marquée par la guerre. Aujourd'hui, elle l'est moins chez nous. Elle reste dans d'autres pays. Donc il y a des spécificités qui font que ce qu'on attend plutôt, c'est que vous soyez capable de réagir par vous-même à ce qui va se passer, qu'on peut pas anticiper. Voilà. Donc je crois que pour moi, c'est quand même en tant qu'enseignant, c'est la première des choses. Là, après, au-delà, dans un futur beaucoup plus court, si vous êtes intéressé par ces problèmes et que vous voulez agir maintenant, oui, moi je pense qu'on a besoin de votre génération pour ça. On a besoin de votre génération, et je pense que ce qui me fait plaisir, c'est de voir justement des choses qui n'existaient pas vraiment il y a 5-10 ans. C'est une volonté de comprendre de beaucoup de gens dans votre génération. Bon, c'est une belle chose, une grande chose, et il faut que vous la continuez. Je crois que c'est. Après, il y a l'aspect professionnel. Quand on pose cette question, très souvent, il y a l'idée de savoir si est-ce qu'on peut faire un métier avec ces choses-là, quel métier, comment. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de métiers qui vont demander des compétences sur ce problème-là, et ça commence. Mais comme ça commence, je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est être vigilant, et c'est bien penser à ce qu'on aime faire, et puis essayer de regarder à quel niveau on peut aider, comment on peut aider. Je crois que c'est des choses qui sont importantes. Mais globalement, je trouve que depuis quelques années, il y a un mouvement qui est positif, et bon, la première des choses, c'est de continuer à le porter, de commencer ou continuer à le porter. Voilà. Ok, on retient bien le message. Bien, pour clôturer, je tiens au nom de toute l'équipe d'Impact et au nom de tout l'auditoire à vous remercier pour votre présence, Monsieur Le Treut. Et puis, j'en profite pour remercier le public de sa présence et de son attention. Voilà, donc la conférence est terminée. Merci beaucoup à vous pour cette manière d'organiser les choses. Bon, ça c'est la première fois que j'ai ce format-là, et je trouve que c'est un format agréable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va arrêter l'enregistrement et puis la conférence. Merci à tous d'être venus. Merci.